Alors la question du jour, est-ce que ce qu'on voit, c'est vraiment la réalité? Ça fait un peu question de philo cliché qu'on se pose à 3 heures du matin, non? C'est ça, mais aujourd'hui on va la prendre très très au sérieux en piochant dans des documents qui a priori ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Rien à voir, c'est le mot. On a Platon, qui date de 2400 ans. Des articles de pointe en neurosciences, une théorie sur la conscience qui frôle la science-fiction et même une incursion en physique quantique. Notre mission, c'est de voir s'il y a un fil rouge qui relie tout ça. On va partir de cette vieille métaphore, la caverne de Platon, mais ce qui est fascinant, c'est qu'on va voir comment elle est en fait complètement retournée par la science d'aujourd'hui, Et ça nous emmènera vers des théories encore plus vertigineuses. qui suggère qu'on est peut-être tous des co-créateurs de ce qu'on appelle le réel. Alors partons de la base, Platon. Il nous demande d'imaginer des gens enchaînés dans une caverne depuis la naissance. Ils ont leur regard fixé sur un mur. Et derrière eux, il y a une lumière qui projette des ombres d'objets, et pour ces prisonniers, ces ombres, c'est le monde. C'est tout ce qu'ils connaissent. Exactement. Et si on en libère un, la sortie est un véritable supplice. La lumière du soleil, ça lui brûle les yeux, le monde réel lui paraît faux, chaotique. Son premier réflexe, c'est de vouloir retourner s'asseoir. Ah oui, face aux ombres qu'il connaît. C'est plus confortable, quoi. Mais s'il s'habitue, il finit par comprendre. Il comprend que ce qu'il prenait pour la réalité n'était qu'une copie toute déformée. Pour Platon, la morale est claire. Nos sens nous trompent. La vraie connaissance, elle vient pas de ce qu'on voit, elle vient de ce qu'on comprend par la raison. En sortant de la caverne, Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est quand il retourne dans la caverne pour libérer les autres. ah oui, ils le traitent de fou. Pour eux, c'est la vraie lumière qui lui a abîmé les yeux. Il sait plus voir le monde correctement. Ils sont prêts à le tuer plutôt que de le suivre. Et c'est là qu'on arrive à la science moderne, qui semble répondre directement à Platon, mais avec une conclusion radicalement différente. C'est exactement ça. Les neurosciences nous disent que oui, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est, mais pas parce qu'on est des prisonniers passifs. Au contraire même. Tout à fait. Notre cerveau est tout sauf un écran de cinéma qui reçoit passivement des images. Il fabrique la réalité. En permanence. Comment il fait ça? Alors, un des mécanismes clés, c'est ce qu'on appelle la décharge corollaire. La décharge corollaire. C'est un peu technique ça. Qu'est-ce que c'est en gros? En fait, c'est assez contre-intuitif. Quand ton cerveau décide de bouger tes yeux vers la droite, il envoie l'ordre aux muscles de l'œil, évidemment, D'accord. mais en même temps, il envoie une copie de cet ordre à tes aires visuelles. Une sorte de mémo interne qui dit « Attention, l'image va bouger, mais c'est nous qui pilotons. Le monde, lui, il bouge pas. » C'est ça? C'est une excellente façon de le formuler. Le cerveau anticipe les conséquences de ses propres actions. Il prédit ce qu'il devrait voir. Si la prédiction colle avec ce qui arrive, il en conclut que le monde est stable. Et si ça colle pas, il se dit « Tiens, un mouvement extérieur. » C'est un dialogue constant en fait. Voilà. La conclusion d'un des articles qu'on a est, sans appel, la perception est le résultat de nos actions, pas de ce qu'on reçoit passivement. Donc on passe de l'idée où nos sens sont une prison, chez Platon, à l'idée où notre cerveau est l'architecte de cette prison. C'est déjà un changement énorme. Mais une de nos sources, celle sur le chercheur Donald Hoffman, va encore plus loin. Il dit que même si c'est nous, les architectes, le bâtiment qu'on construit ne ressemble en rien au monde extérieur. Son analogie, c'est celle de l'interface d'un ordinateur. Sur l'écran, on a une icône de dossier bleu, rectangulaire. On peut la glisser vers une corbeille. Oui. Mais est-ce qu'à l'intérieur de la machine, il y a vraiment un petit dossier bleu qui tombe dans une poubelle? Et évidemment non. Derrière, c'est un chaos de transistors, de tensions électriques, de 0 et de 1. L'icône, c'est juste une simplification, mais super utile pour qu'on puisse interagir avec la machine. Voilà, la thèse de Hoffman, c'est que l'évolution a fait exactement la même chose pour nous. Elle nous a pas donné des sens pour voir la réalité. Ça serait trop d'infos à traiter et inutile pour survivre. Elle nous a donné une interface. Une interface. Un casque de réalité virtuelle qui nous montre des icônes utiles. Un rocher, une pomme, un serpent. Ce sont que des icônes qui nous disent comment agir. Obstacles, nourriture, danger. C'est une idée radicale. Mais concrètement, si la chaise sur laquelle je suis assis n'est qu'une icône, qu'est-ce que ça change pour moi? C'est juste un jeu de l'esprit. C'est là qu'on bascule un peu de la science vers la métaphysique. Quand on lui demande ce qu'il y a derrière l'interface, sa réponse est Ouais. vertigineuse.
Pour lui, la réalité fondamentale n'est pas faite de matière et d'énergie, mais d'un réseau infini d'agents conscients qui interagissent. Attends. La conscience serait la brique élémentaire de l'univers. C'est ça. Et l'espace-temps, la matière, tout ce qu'on connaît, ne serait que des projections, des aspects de cette interface. On inverse complètement la pyramide, là. Ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience. C'est la conscience qui crée l'illusion du cerveau et du monde matériel. D'accord. Bon, pour l'instant, ça reste une hypothèse philosophique, hein. Il suggère que certaines pratiques, comme la méditation, pourraient être des manières de voir les pixels de notre interface, de prendre conscience de sa nature illusoire. Mais on n'a pas encore le protocole pour tester ça en labo. Pas encore, non. C'est fascinant, cette idée que chacun de nous vit dans son propre film. Mais ça pose une question énorme, hein. Si c'est le cas, comment on fait pour se mettre d'accord sur quoi que ce soit? Comment on construit une société? Comment on s'accorde sur la valeur d'un billet de banque? C'est là que le philosophe John Searle nous apporte un outil d'une simplicité géniale. Il fait la différence entre les faits bruts et les faits institutionnels. Ok, Un fait brut, c'est par exemple le mont Everest est une montagne rocheuse. Ça existerait même sans les humains pour le constater. d'accord. Mais un billet de 20 euros, ça, c'est juste un bout de papier coloré. Ça n'a aucune valeur en soi. C'est un fait institutionnel. Exactement. Il n'a de la valeur que parce qu'on a tous décidé collectivement que c'était le cas. On est d'accord sur sa valeur. Et Searle capture ça dans une formule presque magique. X est compté comme Y dans le contexte C. C'est la structure de toute notre réalité sociale. Ce morceau de papier, X, est compté comme 20 euros, Y, dans notre système économique, C. Voilà. Lever la main à un vote, X, est compté comme un oui, Y, dans le contexte d'une assemblée. C'est une formule qui paraît simple, mais est-ce que ça s'applique vraiment à tout? Une nation, par exemple, c'est infiniment plus complexe qu'un billet. C'est une très bonne question. Et Searle dirait que même les concepts les plus complexes sont des empilements de ces règles. Une frontière, par exemple, c'est juste une ligne imaginaire, X, qui compte comme une séparation de souveraineté, Y, dans le contexte du droit international. Donc toute notre civilisation, les gouvernements, les mariages, la propriété est une pyramide de ces accords invisibles? Ce sont des réalités objectives, on peut se cogner dedans, mais elles n'existent que dans nos têtes. Donc on construit des mondes avec des mots et des accords. Et ce rôle de l'observateur qui décide qu'une chose compte comme une autre, on le retrouve de manière encore plus étrange dans une autre source, en physique quantique cette fois. Oui, là on change complètement d'échelle. L'idée de base en quantique, c'est que l'observateur n'est jamais neutre. Le simple fait de mesurer une particule la force à choisir un état. C'est ça, on ne peut pas juste regarder sans influencer. Alors, l'idée qu'on ne peut pas être un spectateur neutre, c'est déjà contre-intuitif. Mais est-ce que ça veut juste dire qu'on dérange les choses en les mesurant, un peu comme tester la température d'un gâteau avec un thermomètre froid? Ou c'est plus profond que ça? C'est beaucoup, beaucoup plus profond. Et l'article qu'on a va encore plus loin. Il propose un modèle où l'état mental de l'observateur lui-même, L'état mental. oui, ses croyances, s'il est plutôt confiant ou méfiant, sceptique ou crédule, cet état mental est intriqué avec l'information qu'il reçoit. Intriqué. C'est un terme important. Ça veut dire qu'il forme un seul système, inséparable. Attends, si je comprends bien, ce n'est pas juste que regarder change la chose. C'est comme si la couleur de mes lunettes, si je suis d'humeur méfiante ou confiante, changeait non seulement mon interprétation, mais le résultat même qui s'affiche sur l'appareil de mesure. C'est ça l'idée? C'est exactement l'idée que ce modèle explore. Il suggère que la perception n'est pas une lecture objective, c'est une classification probabiliste. L'état mental de l'observateur agit comme un filtre qui module la probabilité d'obtenir tel ou tel résultat. C'est une tentative de formaliser comment notre subjectivité la plus intime pourrait façonner la réalité physique qu'on observe. Tout à fait. Alors là, on atteint un niveau de vertige assez élevé. Si notre réalité personnelle est une interface, si notre réalité collective est un accord, et si même nos mesures scientifiques sont teintées par notre état d'esprit, comment on fait pour ne pas devenir complètement fou? C'est le cœur du travail de Paul Watzlawick, un penseur qui a beaucoup travaillé sur la communication et la construction de la réalité. Sa phrase fétiche, c'est « de toutes les illusions, la plus périlleuse consiste à penser qu'il n'existe qu'une seule réalité ». Il a une allégorie géniale pour ça, tirée d'un vieux livre qui s'appelle Flatland. Oui, l'histoire d'un monde en 2 dimensions, peuplé de formes géométriques. Notre héros est un carré. Pour lui, la notion de haut ou de bas, La 3e dimension. c'est un pur non-sens. Et un jour, une sphère, un être en 3D,
traverse son monde. Ah, donc pour le carré, la sphère, c'est une sorte de miracle. Il voit juste un cercle qui apparaît de nulle part, qui grandit, puis rétrécit et disparaît. C'est ça, Il n'a littéralement pas les dimensions pour comprendre ce qu'il voit. précisément. La sphère finit par l'arracher de son plan pour lui montrer le monde en 3D, et le carré a une révélation. Mais le plus savoureux, c'est la suite. Ah oui. Tout excité, le carré dit à la sphère « Fantastique ! Alors ça veut dire qu'il existe peut-être une 4e, une 5e dimension ?» Logique? Et la sphère lui répond très sérieusement « Quelle absurdité! Une telle idée est inconcevable. Elle est prisonnière de sa propre réalité, tout comme le carré l'était de la sienne. » On est tous le carré de quelqu'un d'autre, en somme. C'est l'idée. Et Václavic montre que ces réalités incompatibles, elles sont au cœur de nos dilemmes les plus profonds. Il prend l'exemple du grand inquisiteur dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Un passage d'une puissance incroyable. Jésus revient sur Terre en pleine inquisition et il est arrêté. Et le vieil inquisiteur vient le voir en prison. Et il lui fait un procès terrible. En résumé, il lui dit « Tu as fait une erreur catastrophique en donnant aux humains la liberté. C'est un fardeau bien trop lourd. » Ce qui est un paradoxe total. On pense tous vouloir la liberté, mais il dit que c'est la dernière chose dont on a besoin. Exactement. Il dit « Les humains ne veulent pas être libres, ils veulent être heureux et en sécurité. Ils veulent qu'on leur dise quoi croire, comment vivre. Nous, l'Église, nous avons corrigé ton œuvre, nous leur avons repris ce fardeau insupportable de la liberté, et en échange, nous leur offrons le bonheur. » On retrouve l'injonction paradoxale, soit spontanée. On ne peut pas ordonner la liberté. Voilà. Ce qui est fascinant, c'est que les deux visions du monde, celle de Jésus basée sur le libre arbitre et celle de l'inquisiteur basée sur le déterminisme, sont toutes les deux parfaitement logiques de l'intérieur. Mais Mais elles sont radicalement incompatibles. Ce sont deux réalités qui s'excluent mutuellement. et ça boucle la boucle avec tout le reste? La réalité qu'on habite dépend des prémices qu'on choisit d'adopter. Consciemment ou pas. Est-ce que je vis dans la caverne ou à l'extérieur? Est-ce que j'accepte l'interface ou j'essaye de voir derrière? Est-ce que je choisis la liberté ou la sécurité? Tout à fait. Ce qu'on accepte comme réel est souvent le produit d'un conditionnement, comme les prisonniers de Platon, ou d'un accord collectif, comme le montre Searle. La réalité n'est pas seulement perçue, elle est adoptée, choisie. Alors, si on essaie de rassembler les pièces du puzzle, on est parti de Platon, l'idée que nos sens sont une fenêtre imparfaite sur le monde. Puis les neurosciences nous ont dit « Ah non, c'est pas une fenêtre, c'est un atelier. Notre cerveau fabrique activement ce qu'il perçoit. » Ensuite, des théories plus audacieuses ont suggéré que cet atelier ne fabrique même pas une maquette du monde, mais plutôt une boîte à outils, une interface conçue pour l'action. Mhm. Et on a vu que cette construction est aussi collective. On bâtit des mondes entiers, comme l'économie, sur la base de simples accords. Et pour finir, on a touché du doigt l'idée que même au niveau le plus fondamental de la matière, notre propre subjectivité, notre état d'esprit, pourrait bien ne pas être étranger à ce qu'on observe. La conclusion qui se dessine, c'est qu'on n'est pas des spectateurs passifs d'une réalité qui existerait là dehors, indépendamment de nous. À de multiples niveaux, de la neurologie à la physique en passant par le social, on semble en être les co-créateurs. Ce qui m'amène à une dernière question, une pensée pour la route. Puisque notre réalité est à ce point une construction, qu'est-ce que ça voudra dire quand on rencontrera des réalités construites par des intelligences non humaines? Les intelligences artificielles. Bien sûr, si une IA, pour ses propres besoins, développe sa propre interface, basée sur des capteurs et une logique qui n'ont rien à voir avec les nôtres, sa réalité sera-t-elle moins vraie que la nôtre? Ne risquons-nous pas d'être, face à elle, exactement comme le carré de Flatland face à la sphère, incapable ne serait-ce que de concevoir les dimensions de son existence?